pas sur un sol marécageux, enfin en tout cas sur un terrain glissant, puisque De Gaulle, ça reste quand même une icône absolue, j'ai envie de dire, aussi bien pour la résistance que pour les, entre guillemets, les gens de bien pensants, bien installés. Tout à fait, et d'ailleurs c'est une contradiction que devraient analyser les gens qui se considèrent comme dissidents, c'est pourquoi le système encense à ce point De Gaulle. Ouais. Pour quelle raison? S'il est une icône du nationalisme, on sait que nous sommes dans un monde où le nationalisme et l'amour de la France est diabolisé. Comment se fait-il que cet individu est sanctifié, dirais-je? Oui, c'est ça. Et sanctifié donc par les partis opposés. Donc c'est voilà. vrai. De Gaulle est presque le seul dénominateur commun, le seul point d'appui. C'est le totem incontournable. Ouais, tout à fait. C'est le totem incontournable. D'ailleurs, attendez, j'ai peut-être une petite phrase de l'amiral Offand là-dessus. Le régime est fondé sur une légende qui ne peut être dissipée qu'au risque de tout faire crouler. Et l'on ne peut encore parler du gouvernement français sous l'occupation, sinon pour dire qu'il ne comptait que des traîtres, sans s'exposer à tomber sous le coup d'une loi qui interdit l'apologie du crime. Donc, comme nous dit ce cher amiral Offand, nous allons nous attaquer à une légende. Mettons-nous maintenant dans la tête de Paul Reynaud. Paul Reynaud veut être le Clémenceau de la Seconde Guerre mondiale. Il ne veut pas capituler, il ne veut pas faire l'armistice, il ne veut pas se reconnaître perdant. Et rappelez-vous, Paul Reynaud a ce plan de partir en Angleterre une fois que la France serait submergée. C'est une chose d'avoir ce plan en tête, c'est autre chose de l'appliquer une fois qu'on a la tête dans le désastre, quoi. Bon. Que va-t-il se passer? Le 12 juin, le général Weygand, au Conseil des ministres, va dire là on arrête, il faut demander l'armistice, c'est la débâcle totale, on se fait massacrer, nos hommes se font tuer pour rien, etc. Le 13 juin, Pétain au Conseil des ministres se rallie à cette idée de demander l'armistice. Reynaud, lui, ne le veut pas, et la majorité du Conseil des ministres, à ce moment-là, ne le veut pas non plus. Le président de la République de l'époque ne le veut pas non plus, c'est M. Lebrun, le président, Albert Lebrun. Le président du Sénat, M. Jean Monnet, ne le veut pas non plus. Le président de la Chambre des députés ne le veut pas non plus, M. Herriot. Seulement, force est de constater qu'on n'arrête pas de reculer, le gouvernement est à Bordeaux, nos armées se font massacrer. Il faut faire quelque chose. Donc, il y a quand même une partie du Conseil des ministres qui dit, là, il y a quand même un problème. Alors, les ministres et Paul Reynaud veulent, dans un premier temps, partir en Afrique du Nord, à Alger. Ouais. On va transférer le gouvernement à Alger. Pétain et Weygand sont contre, puisqu'on n'entraîne pas la patrie à la semelle de ses souliers, n'est-ce pas, et que pour défendre les Français, c'est sur place qu'il faut le faire, et non pas à l'étranger. Donc à ce moment-là, un membre du gouvernement, ancien président du Conseil du Front Populaire, M. Camille Chautemps, va avoir l'idée suivante. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si nous partons en Afrique du Nord, nous allons passer pour des déserteurs auprès du peuple français. Et le peuple français n'acceptera jamais. Donc il faut trouver un motif qui justifie ce départ en Afrique du Nord. Donc Camille Chautemps, on va faire ce que les historiens appellent la transaction Chautemps. Qu'est-ce que c'est que la transaction Chautemps? C'est que nous allons demander aux Allemands quelles sont leurs conditions d'armistice, nous préjugeons que ces conditions sont déshonorantes, et donc nous aurons un motif pour ne pas accepter cet armistice et pour nous replier en Afrique du Nord. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on a en tête? On a en tête la question de la flotte française, qui est la deuxième flotte du monde. Et en fait, ce qui va se jouer dans l'armistice, c'est la question de la flotte. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une armistice honorable, ça serait une armistice dans laquelle les Allemands ne nous la demanderaient pas, et une armistice déshonorante, ça serait une armistice dans laquelle les Allemands nous la donneraient, et dans laquelle les Allemands nous demanderaient aussi de s'introduire dans notre empire colonial. Donc là, Paul Reynaud, il faut bien le comprendre, Paul Reynaud va faire un calcul qui nous est très bien décrit par M. Dominique Lecat, la rupture de 1940. Je précise que Dominique Lecat était un proche collaborateur de Paul Reynaud. Il a vécu au quotidien avec Paul Reynaud à partir de 1938. M. Dominique Lecat va nous raconter donc le calcul qu'a fait Paul Reynaud. Le calcul est le suivant.
le pays ne comprendra pas que nous partions en Afrique du Nord. Donc il faut le justifier. Mais moi, Paul Reynaud, je ne veux pas faire cette demande d'armistice. Et je ne veux pas incarner officiellement la rupture franco-anglaise. Donc je vais refiler la patate chaude à quelqu'un qui va demander l'armistice à ma place. Comment ça, j'ai vu mon regard? Ouais. Et donc Paul Reynaud va démissionner à ce moment-là, parce que, petite parenthèse, légalement, il avait tous les moyens qu'il voulait pour aller en Afrique du Nord, s'il le voulait. Donc Paul Reynaud va, va demander à Albert Lebrun de nommer Pétain président du Conseil, et on va demander à Pétain donc de demander l'armistice. Hitler exigera la flotte, et exigera peut-être des concessions dans notre empire colonial. Donc ça sera une paix déshonorante que Pétain ne voudra pas faire. Et donc Pétain, à ce moment-là, sera obligé de demander aux armées de capituler. Je précise que la capitulation, c'est un acte qui vient des armées et pas du gouvernement. C'est les chefs militaires qui disent « on se rend », ce qui est sanctionné par le code militaire, je précise. D'accord. Et donc, Pétain demandera cette paix, cet armistice, pardon. Les conditions seront déshonorantes. Les Allemands voudront notre flotte. Et donc Pétain se rendra à l'évidence qu'il ne peut pas conclure l'armistice. Et moi, il rendra sa démission. Et moi, Paul Reynaud, je serai réinvesti par le président Albert Lebrun. Et nous pourrons partir en Afrique du Nord, voire en Angleterre. Est-ce que je suis clair? Ouais, bah, ouais. C'est pas si simple à expliquer. Ouais, ouais, Monsieur Dominique Lequel me l'explique bien dans ce livre, La rupture de 1940. Donc, il fait ce calcul. Donc, Pétain est investi président du Conseil. Ouais. Pétain fait la demande d'armistice aux Allemands le 17 juin. Enfin, il le fait le 16 à minuit. Pendant 2 jours, on n'a pas de réponse. Je précise qu'on continue à se battre. On a continué à se battre jusqu'au 23 juin. Donc, quand Pétain demande l'armistice, on continue à se battre. Le 18 juin, on n'a pas de réponse. Le 18 juin, De Gaulle part. À ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe encore. Je vais vous expliquer après pourquoi il partira. Donc, le 10 juin, pas de réponse. Le 19, on a une réponse des Allemands. Les deux parties négocient. Du côté français, c'est Charles Singer, le général Charles Singer qui va négocier. Et finalement, on arrive à un texte d'armistice le 23 juin. Mais petit problème, ce texte n'exige pas la livraison de la flotte. Et ce texte ne touche pas à l'intégrité territoriale de la France, enfin de son empire. Et là, Reynaud, hélas, Pétain va rester au pouvoir, et Reynaud, il est dans le baba, passez-moi l'expression. Revenons à De Gaulle. Pourquoi De Gaulle part le 18 juin? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le 16 juin 1940, De Gaulle fait une proposition, ou plutôt transmet au Conseil des ministres une proposition d'union franco-anglaise, dans laquelle la France et l'Angleterre fusionneraient véritablement et ne feraient plus qu'un seul pays. Bon, quand on est un patriote français, ça c'est interdit, quoi. Je veux dire, la fusion avec l'Angleterre, c'est plutôt l'enfer, quoi. Bon. Mais De Gaulle transmet cette proposition, qui d'ailleurs lui a été soufflée par Jean Monnet. Jean Monnet. Le Conseil des ministres reçoit cette proposition, et le Conseil des ministres, qui à la base était plutôt pour le fait de partir, si vous voulez, en Afrique du Nord, quand il entend ça, il est refroidi, et c'est à ce moment-là qu'il se prononce, rappelez-vous, pour la transaction Choton. Donc De Gaulle, le 16, fait cette proposition. De Gaulle revient en France. Il y revient vers 22h. À 22h, il rencontre Reynaud. Et il se rend compte que Reynaud a démissionné. Zut, il était son ministre. Petit problème. Donc là, De Gaulle, à ce moment-là, est à Bordeaux. Qu'est-ce que De Gaulle et Reynaud se disent? On ne le sait pas. À ce moment-là, on ne le sait pas. Mais, beaucoup plus important, De Gaulle, à la préfecture de Bordeaux, enfin, ou je ne sais plus à quel bâtiment de Bordeaux, rencontre un homme capital, un Anglais, le général Spears, à 23h30. Et Spears va mettre le grappin sur De Gaulle et va le convaincre de partir en Angleterre. Pourquoi Spears met le grappin sur De Gaulle à ce moment-là? Pour 2 raisons.
il est en colère contre Reynaud, qui a joué un calcul très risqué en démissionnant et en laissant Pétain prendre le pouvoir. Donc, il est en colère contre Reynaud. Ensuite, il a besoin d'un Français pour faire de la propagande anti-allemande en langue française, parce qu'il sait que comme les armées allemandes nous ont envahis, il va y avoir de la propagande anti-anglaise en langue française. Donc, il veut quelqu'un pour contrer ça. D'autant que, je cite Spears, nous allons être obligés de bombarder des villes françaises et il faudra bien le justifier. Ok. Et, c'est encore plus important, il a besoin que De Gaulle aille en Angleterre. Pourquoi ? Il a besoin que De Gaulle aille en Angleterre parce que De Gaulle sera un échelon précurseur d'un gouvernement d'émigration Reynaud. Et quand De Gaulle part en Angleterre le lendemain matin, le 17, il y va en pensant que Reynaud reprendra le pouvoir et le rejoindra. Et qui donne 100 000 francs le matin à De Gaulle quand il part ? Prendre l'avion avec le général Spears. Qui donne 100 000 francs à De Gaulle ? Monsieur Dominique Léca, le proche collaborateur de Paul Reynaud. Donc De Gaulle, quand il part, et quand il fait son appel du 18 juin, De Gaulle, à ce moment-là, est encore l'agent de Paul Reynaud. Et De Gaulle attend que Reynaud et son futur gouvernement le rejoignent en Angleterre. Et nous arrivons au fameux appel du 18 juin. Que dit De Gaulle dans l'appel du 18 juin ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Petit quiz. Alors, petit quiz. Là, c'est parti. Toutes les forces à nous rejoindre. Toutes les forces à nous rejoindre ? Ouais, c'est ça, toutes les forces à nous rejoindre. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est parti. J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y retrouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y retrouver à se mettre en rapport avec moi. Il appelle simplement les gens qui sont en Angleterre à le rejoindre. C'est tout. Donc c'est pas un appel à la résistance française. Alors si, attends, après il dit quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Mais attention, elle est où la résistance à ce moment-là ? Elle est sur les fronts. Elle est sur le front, pendant la bataille de France. À ce moment-là, les armées continuent à se battre. Donc quand on dit que De Gaulle a demandé à la France de continuer de se battre, mais attendez, elle se bat la France là les mecs, hein, réveillez-vous. Hein. À ce moment-là, elle se bat. Et là, De Gaulle attend Reynaud à ce moment-là. Attend le gouvernement d'émigration Reynaud. Ça, c'est absolument capital. Je précise que De Gaulle, dans ses mémoires, nous dit « Je suis parti le 17 juin parce que j'ai répondu à un appel du Fond des Âges. » Pipeau total. Tu es parti parce que Spears t'a dit « Rappelle-toi du plan Reynaud-Churchill. Les mecs vont arriver après toi en Angleterre. Toi, tu es le premier. Tu es l'avant-garde de ce gouvernement d'émigration. Viens avec nous. » Et je précise, petit scoop, qui nous est révélé par Henri de Kérélis dans son livre « De Gaulle dictateur ». Je précise qu'Henri de Kérélis était un des Français les plus anti-nazis dans les années 30 et qu'il est parti aux États-Unis quand les Allemands sont arrivés parce qu'il s'est dit « ça va chauffer pour moi ». Henri de Kérélis s'est brouillé avec De Gaulle à partir de 1943, nous verrons pourquoi. Et il avait sous la main un rapport fait par Churchill à l'été 43, parce que Churchill, à un moment, on avait tellement marre de Gaulle qu'il a pensé le dégager. Ce qu'il faut savoir, c'est que De Gaulle a accepté de suivre Spears, après que Spears se soit engagé à lui donner un salaire de général britannique, et, ça c'est encore plus fort, après qu'il se soit engagé à ce qu'en cas de victoire allemande, on lui donne la nationalité britannique. Ah, carrément. C'est l'amour de la France, ça ? Attends, De Gaulle, tu veux dire qu'il s'était engagé que en cas de victoire de l'Allemagne, il serait devenu citoyen britannique. Il serait engagé, oui. Il a demandé ça à Spears, et je précise que De Gaulle et Churchill vont faire un premier accord, je crois qu'il date du 7 août 1940, et la dernière clause de cet accord nous dit que les Français qui s'engageraient donc dans la France libre auraient des facilités aussi pour avoir la nationalité britannique si jamais ils avaient des problèmes à la fin de la guerre. Ça sent pas trop l'amour de la France enraciné tout ça quand même. Hein. Ça sent pas bon. Donc, ça écorne le mythe, là, déjà encore. Donc, vous disais-je, à ce moment-là, De Gaulle attend le retour de Paul Reynaud. Quand va-t-il s'affranchir de Paul Reynaud ? Il va s'en affranchir entre le 22 juin et le 23 juin. Pourquoi ? Parce que Paul Reynaud va abandonner son projet de partir. Pourquoi Paul Reynaud l'abandonne ? Nous l'avons dit. Parce que, finalement, l'armistice n'est pas cet armistice déshonorant, il n'a plus la possibilité donc de redevenir président du Conseil, et voilà.